Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. 31 degrés à l'extérieur, 27 degrés dans l'eau. La température de la Méditerranée est anormale pour la saison. Si elle fait le bonheur des baigneurs, elle a un impact sur la biodiversité marine. Nous en parlerons avec Denis Allemand, directeur du Centre scientifique de Monaco. Les ballets de Monte-Carlo présentent Roméo et Juliette à Villefranche-sur-Mer jusqu'à demain. Nous avons assisté aux dernières répétitions. Il a voulu rendre à son métier toutes ses lettres de noblesse en ajoutant une démarche éco-responsable. Le chocolatier Pierre Marcolini sera avec nous ce soir pour évoquer toute son implication dans la conception de ses plaisirs chocolatés. Et puis à la fin de ce journal, nous vous parlerons de la prochaine pièce au théâtre du Fort-Antoine, Dépôt de bilan, un spectacle de et avec Geoffrey Rouge-Carassa sur l'addiction au travail. Vous avez pu suivre en direct hier sur Monaco Info la séance publique du Conseil national, une session extraordinaire au cours de laquelle 3 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Celui dont nous allons vous parler ce soir est le projet numéro 1057. Bonsoir Alexandra Pani. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce dossier, Alexandra ? Bonsoir Émilie, il s'agit précisément du projet de loi prononçant la désaffection sur l'esplanade des pêcheurs, le quai Régnier Ier, grand amiral de France, et une partie du quai Antoine Ier, d'une parcelle du terrain dépendant du domaine public de l'État. Revenons-en au fait, si vous le voulez bien Émilie, afin d'aménager le site de l'esplanade des pêcheurs, une convention tripartite avait été conclue le 5 septembre 2014 entre l'État, qui est propriétaire au titre de son domaine public, la SAM Samégie, appartenant au groupe Caroli, et Franck Gaudio, archéologue sous-marin. Le projet était de créer sur ce site une opération immobilière globale comprenant notamment une institution musée à la vocation culturelle et scientifique, le Centre de l'Homme et de la Mer, mais aussi la construction de logements privés, de commerces, bureaux, stationnements, une esplanade publique et un autre musée consacré, lui, à la famille princière. En février 2015, le Conseil national a été saisi d'un projet de loi de désaffection du terrain d'assiette de l'opération, mais ce projet de loi a ensuite été retiré en juillet de la même année par le gouvernement, compte tenu notamment des questions soulevées sur la compatibilité du projet immobilier avec les besoins de l'organisation des Grands Prix de Monaco. Et à la suite de ce retrait et de la décision de ne pas déposer un nouveau projet de loi, l'État a été condamné par le tribunal suprême le 25 juin 2020 à 155 millions d'euros. Suite à cette décision, le prince souverain a souhaité qu'une solution soit trouvée avec le promoteur pour un nouveau projet immobilier, Alexandra. Nouveau projet qui permettra de dégager une surface pour la pérennisation des Grands Prix et comprendra toujours le Centre de l'Homme et de la Mer, mais dont la superficie est revue un petit peu à la baisse. Un immeuble de logement domaniaux remplacera le musée de la famille princière, des jardins et espaces publics, des commerces et bureaux et un ensemble de parkings de 182 places. Une soulte de 10 millions d'euros sera versée à l'État et comme l'a demandé le Conseil national, une clause de revoyure a été ajoutée dans le but de répartir au bénéfice de l'État une partie des éventuels surprofits de l'opération. Et quels ont été les votes pour ce projet de loi hier soir alors ? Jeudi, donc 13 élus ont voté pour, 2 se sont abstenus et 1 conseiller a voté contre le projet. Ce compromis respecte rigoureusement 3 conditions conformément aux instructions du prince souverain. Assurer la pérennité du Grand Prix de Formule 1, garantir la desserte du site par les services de secours et enfin préserver les intérêts de la principauté. Merci Alexandra pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le ministre d'État poursuit ses visites auprès des acteurs économiques de la Principauté. Après Technipharma, en début de semaine, Pierre Dartout s'est rendu dans les locaux de la SBM Offshore à Fontvieille. Il a pu découvrir toutes les activités de cette entreprise référence dans le secteur de l'énergie offshore. Elle conçoit des systèmes flottants pour la production en mer, de pétrole et de gaz. Et depuis quelques années, elle met l'accent sur les énergies renouvelables en mer. L'INSEE vient de dévoiler sa dernière étude. Elle propose un focus sur le travail intérimaire en 2021. Les données dévoilent que 11 390 personnes ont travaillé au moins 1 heure sous ce statut. La main-d'œuvre d'intérimaire et le nombre d'heures travaillées ont nettement augmenté par rapport à 2020. Ce chiffre
est supérieure à l'avant-crise et confirme donc un rebond de cette activité. La construction représente toujours plus de la moitié des missions effectuées par une population qui demeure très majoritairement jeune et masculine. Et puisque nous parlons de chiffres, un est à retenir ces derniers jours, 27 degrés, c'est la température de l'eau de la Méditerranée. C'est 5 à 6 degrés de plus que la normale. Avant de mieux comprendre ce phénomène avec le directeur du Centre scientifique de Monaco, Denis Allemand, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si l'eau est à votre goût. Propos recueillis par Christina Thomel. La mer, elle est très bien et pas chaude, pas froide, tiède, c'est très bien. La mer est absolument magnifique, c'est vraiment très agréable. Il y a beaucoup de poissons, c'est rigolo et on est vraiment chanceux d'être ici. C'est juste fantastique. Elle a une température idéale, c'est génial de s'y plonger quand il fait chaud dehors. En plus, le paysage est fantastique, c'est super calme, c'est vraiment super. Elle est belle, elle est définitivement plus belle qu'en Italie. La mer ici est transparente, elle est vraiment belle. Hier, elle était à 30 degrés, mesurée avec un thermomètre, et aujourd'hui, je pense qu'elle a dû perdre 2 degrés. Parce qu'on le ressent vraiment quand on a le masque, quand on va sous l'eau. Et elle est bonne quand même? Oui, c'est une bonne qualité, transparente, nickel. Les baigneurs les plus frileux ne vont pas forcément se plaindre de la température de la Méditerranée, mais cette hausse est aussi le reflet d'une situation inquiétante. Elle a un impact direct sur la vie marine et pour en savoir plus, nous sommes avec le directeur du Centre scientifique de Monaco. Bonsoir Denis Allemand. Bonsoir. Les scientifiques parlent de canicule marine, est-ce que c'est le cas ? Oh oui, je pense qu'effectivement, actuellement, on peut parler de canicule marine. Les températures s'emballent à l'heure actuelle. On est arrivé à des températures qui sont supérieures à 30 degrés, très localement encore, ça à côté d'Aléria. Et globalement, dans notre région PACA, la température actuellement est supérieure aux moyennes entre 4 et 6 degrés. 4 et 6 degrés supérieurs à la moyenne normale des années précédentes. Mais il faut voir également que cette canicule marine se place dans un environnement dans lequel la température de l'eau de mer est déjà naturellement plus chaude. La Méditerranée est sûrement l'endroit, la mer du globe, où l'augmentation de température est la plus élevée. Elle s'élève ici en Méditerranée de façon à peu près 20% supérieure à la moyenne des mers et océans du monde entier. Parce que la mer Méditerranée est une mer fermée un peu particulière. Et comment on peut expliquer ce phénomène, professeur ? Alors, ce qu'on voit, ces phénomènes de canicule deviennent de plus en plus fréquents. Comment on peut l'expliquer ? Écoutez, je vous renvoie au rapport du GIEC. Depuis ces 20 dernières années, on sait que ces phénomènes d'augmentation de température et ces phénomènes un peu exceptionnels augmentent en fréquence et en intensité. Et forcément, ce réchauffement a un impact sur l'écosystème marin ? Tout à fait. Hein. Imaginez des organismes qui se retrouvent à des températures de 5 ou 6 degrés plus élevées que les conditions normales. Hein. Cette augmentation lente mais constante de la température fait que de plus en plus d'espèces léseptiennes, ce qu'on appelle les espèces léseptiennes, c'est les espèces qui viennent principalement de mer Rouge, bon, aussi un peu d'Atlantique, et qui passent par le canal de Suez. Donc ces espèces léseptiennes arrivent et s'installent de plus en plus facilement en Méditerranée. Il n'est pas rare maintenant, on voit des barracudas de façon constante ici dans nos régions. Donc il y a déjà, le premier effet, c'est cette tropicalisation de la Méditerranée qui est un phénomène constant. 1000 espèces de plus venues des pays chauds non indigènes. Et puis, la canicule aujourd'hui a aussi un impact sur la faune et la flore. On voit très nettement, enfin, nous, les plongeurs scientifiques du CSM l'ont observé, hein, on voit des gorgones par exemple qui pondent actuellement alors que normalement elles pondent en septembre. Donc on est 2 mois à l'avance. Actuellement, les espèces qui vivent un peu plus en profondeur sont encore protégées de ce réchauffement. Dès qu'il y aura la première coup de Mistral qu'il va y avoir, il va y avoir un mélange de cette eau entre l'eau de surface et l'eau de profondeur. Et là, ça risque d'affecter les espèces en profondeur. On se rappelle, dans la fin des années 90, 1999, on se rappelle les phénomènes de mortalité massive d'invertébrés marins, gorgones, corail rouge, mollusques, des mortalités massives qui avaient touché toute la partie de la Méditerranée occidentale, hein, des côtes italiennes, françaises et espagnoles.
Vous prenez l'exemple des coraux que vous étudiez d'ailleurs au Centre scientifique de Monaco. C'est une espèce qui ne supporte pas les changements climatiques trop brutaux. Hein. Les impacts du réchauffement sont nombreux sur tous les éléments de notre vie, hein, aussi bien sur les stations de ski que sur la répartition des organismes. Mais c'est souvent des phénomènes qui se voient dans le temps. Alors que l'impact du réchauffement climatique sur les coraux, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. C'est la rupture de la symbiose entre le corail et les algues symbiotiques qui viennent de ces tissus, qui font que les algues symbiotiques quittent le corail, dont les tissus deviennent transparents et on laisse voir le squelette blanc par transparence. C'est pour ça qu'on appelle ça le blanchissement. Et ça, c'est un phénomène visible à l'œil nu. C'est un phénomène qui peut se faire en quelques heures quand la température dépasse d'un demi-degré, une température seuil autour de 28 degrés. Et c'est un phénomène qui aujourd'hui est catastrophique, hein, qui affecte tous les récifs du monde entier. Et le GIEC, l'IPCC, a même prévu que les récifs coralliens pourraient disparaître totalement à la fin du siècle. Si la température globale des océans augmente de 2 degrés, on sait aujourd'hui qu'on dépassera cette température-là. Donc les récifs coralliens seront le premier écosystème à disparaître à cause de l'activité humaine. Et quelles sont les études que vous menez actuellement au CSM ? Alors, actuellement, il y a plusieurs études qu'on a menées ces derniers mois et qui concernent vraiment ce problème de réchauffement. La première étude, c'est une étude de notre département de biologie médicale qui montre qu'une bactérie qui est une bactérie très toxique, qui est Vibrio parahemolyticus, eh bien, on voit que l'augmentation de température de quelques degrés suffit à augmenter les capacités de cette bactérie à se fixer sur les supports et entre autres sur les plastiques. Eh bien, on voit que quand la température est en train d'augmenter, cette bactérie va se fixer de plus en plus facilement sur les plastiques qui vont être des vecteurs de cette bactérie qui vont pouvoir entrer beaucoup plus facilement dans la chaîne alimentaire, contaminer l'homme. Hein. Et donc on voit que la température là va avoir un effet direct intermédié par les plastiques sur la santé humaine. Une autre étude que l'on vient de publier, on s'est intéressé à la distribution des principales espèces de poissons pêchés en Méditerranée. Et on a comparé un petit peu leur distribution actuelle avec une modélisation de leur distribution future en fonction des températures. Eh bien, on voit que la plupart de ces espèces, le loup, la sole, le merlu, le baudroie, vont, dans les années à venir, disparaître petit à petit en Méditerranée parce qu'ils n'auront plus le milieu adéquat pour vivre. Il faut que, dès à présent, les pêcheurs s'adaptent à évoluer leur pêche pour d'autres espèces autres que ces espèces emblématiques comme le loup et la sole. Oui, d'où l'importance de protéger notre planète. Merci infiniment, Denis Allemand, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Parlons de toute autre chose à présent. À peine rentrée d'Allemagne, la compagnie des ballets de Monte-Carlo s'apprête à donner les 2 dernières représentations de la saison. Et c'est à quelques pas de la principauté qu'ils se produisent ce soir et vendredi à la citadelle de Villefranche-sur-Mer où ils présentent l'emblématique Roméo et Juliette. Alexandra Pagny et son équipe ont assisté aux dernières répétitions. Musicalité, humour, érotisme, déchirement et amour. Au cœur de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, c'est l'un des ballets les plus connus de la compagnie qui est proposé pour ces 2 soirées de clôture, Roméo et Juliette. Près de 300 représentations à travers le monde et repris par plus de 20 compagnies. L'on peut parler d'un grand classique du répertoire de Jean-Christophe Maillot. Je pense qu'on peut parler d'une pièce emblématique pour les ballets de Monte-Carlo, quelque chose qui marque un peu l'esthétique qu'on a mis en place, ce renouveau d'une danse classique mais plus ancrée dans une contemporanéité avec des danseurs d'aujourd'hui. Évidemment la collaboration extraordinaire d'Ernest Pignon-Ernest avec qui on a fait plus de 12-13 pièces ensemble. Dominique Driot, c'est vraiment l'équipe Kaplan, c'est l'équipe de départ, c'est l'équipe qui a généré en fait ce qui est pour moi le cœur même des ballets de Monte-Carlo aujourd'hui. Et dans le rôle des amants maudits, un duo qui s'est formé en octobre 2021, Francesco Resch et Catherine Schraeder. On se sent toujours autant stressé. Ça change pas. Je pense que ça changera jamais. Et on a toujours envie de faire mieux et juste de se challenger. Donc c'est toujours un peu cette adrénaline qui reste et cette envie de bien faire et voilà, enfin d'évoluer en fait dans le rôle. Au niveau émotion, c'est très très fort. Ça me demande toujours une grosse concentration comme avant le spectacle. J'ai besoin de rentrer dans le rôle et de juste m'imprégner de Juliette.
Une légère brise, le ciel étoilé et la rade de Villefranche-sur-Mer comme décor, les danseurs ne pouvaient rêver meilleure scène pour clôturer leur saison. Dernière répétition avant les 2 soirées de clôture pour les ballets de Monte-Carlo. Une année riche pour la compagnie après 2 années conditionnées par la pandémie, annonciatrice de bonnes nouvelles pour la future saison. Ça m'intéresse beaucoup en ce moment de retrouver des ballets qu'on a créés il y a un certain temps, qui ont peu ou pas été vus, sur lesquels moi j'aime revenir, retravailler. Donc là, je pense qu'on va retrouver Opus 40. C'est une pièce que j'avais créée en plus avec Georges Condo. Il va y avoir une très belle exposition de Georges Condo à Monaco l'année prochaine. Donc ça va être un double événement qu'on va pouvoir cumuler. Je vais reprendre Les Noces parce que c'est un ballet que j'ai fait que 4 fois et que je trouve vraiment dommage de ne pas l'avoir plus travaillé. Et donc ça, on va pouvoir le faire. Et puis je vais retrouver Faust parce que c'est un ballet que j'aime beaucoup, que j'avais du mal à revoir depuis que Bernice s'était arrêtée. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'elle est revenue sur scène. Non pas qu'elle revienne pour faire Faust, mais de retrouver ce ballet avec l'orchestre philharmonique au mois de décembre. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et puis il y aura 2 chorégraphes invités qui viendront, 2 fidèles que j'aime beaucoup, que sont Jeroen Verbruggen et Goyo Montero, ce jeune chorégraphe espagnol. Et puis encore d'autres surprises que nous dévoilerons plus tard. Notre prochain invité parle de son métier avec une grande passion. Pierre Marcolini a fait de son travail artisanal du chocolat son cheval de bataille. Le chocolatier belge sillonne la planète pour trouver les meilleurs crus de cacao et s'investit personnellement dans toutes les étapes de réalisation de ses produits. L'engagement d'un chocolat durable. Pierre Marcolini nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir Monaco. Avant de parler de votre démarche éco-responsable et durable, un mot sur votre cœur de métier. Comment arrivez-vous à vous renouveler, à proposer régulièrement des nouveautés autour du chocolat? Écoutez, je pense que la grande chance, c'est d'abord avoir une équipe. J'ai une équipe extraordinaire, j'ai une équipe avec qui on est en parfaite symbiose et sur lequel évidemment j'ai une confiance totale. On a réussi à fédérer autour du projet de la maison Pierre Marcolini, donc de faire un chocolat qui soit différent, on en parlera. Autour de ce projet, un ensemble d'individus, d'artisans qui sont rentrés dans ce sillage-là. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir cette équipe, d'avoir ces artisans, d'avoir un chef d'atelier, d'avoir une équipe managériale, me permet effectivement de pouvoir sortir de mon atelier, de pouvoir voyager, de pouvoir à la rencontre à la fois de cultures différentes, à la rencontre de produits différents. Et à partir de ça, vous avez un imaginaire qui peut se mettre en place et on peut créer. Oui, et vous investissez personnellement dans toutes les étapes des réalisations des produits. Vous torréfiez vous-même aussi les fèves. C'est ce qui fait ce chocolat différent, comme vous venez de le dire. Hein. Quand vous regardez la définition du dictionnaire, il est marqué le chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Aujourd'hui, 90%, si pas 99% des chocolatiers font ce qu'on appelle de la transformation, vont travailler du chocolat. Ils vont travailler de la couverture de chocolat, ils vont en faire des tablettes, ils vont en faire des bonbons de chocolat, ils vont en faire des friandises. Et ce constat qui m'a un petit peu alarmé, c'était de me dire, mais au fond, la génération des chocolatiers au début du XXe siècle partait à partir de la fève de cacao, la torréfiait, comme vous venez de le dire, et cette démarche-là, je l'ai entrepris effectivement en 2000 en disant « je veux retravailler au cœur de mon métier ». Et ça a été toute une démarche autodidacte, essayer de comprendre. Les débuts, évidemment, c'était à la fois entre la joie et la tristesse, entre le désespoir et le bonheur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un chocolat à partir de la fève de cacao, ça pourrait paraître quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas, mais en même temps, c'est un bonheur absolu parce que vous allez à la rencontre de l'autre, vous essayez de comprendre c'est quoi une fève de cacao, quel est son environnement, puisqu'on est dans le monde du végétal. Vous comprenez qu'en réalité, les fèves de cacao sont comme dans le monde du vin. On est dans des types de cépages, donc on parle de Trinitario, on parle de Forastero, on parle de Criollo. Ce sont évidemment des cacaoyers qui sont à la base de cela. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait un chocolat d'auteur. C'est à partir du moment où vous maîtrisez un processus d'achat, un processus de torréfaction,
eh bien, vous allez faire un chocolat différent et qui fait qu'effectivement, si j'ai envie de torréfier plus, je torréfie plus. Si je veux mettre d'autres matières premières, par exemple, dans le chocolat au lait, si je veux rajouter une vanille de Madagascar, mais si je veux envie de rajouter une vanille Tahiti, si j'ai envie de rajouter aujourd'hui cette fameuse vanille fumée, je pourrais mettre dedans. La poudre de lait, vous pouvez la sélectionner. Bref, on se rend compte effectivement qu'en amont, le fait de pouvoir travailler cela va vous permettre effectivement de faire un chocolat qui soit différent. Différent, unique et authentique. Il y a un autre aspect qui vous tient à cœur, Pierre Marcolini, c'est la démarche éco-responsable et durable. Vous êtes depuis quelque temps l'un des pionniers du mouvement Bean to Bar. Expliquez-nous ce mouvement. Oui. En fait, c'est un mouvement qui constitue effectivement à se réapproprier son métier, c'est-à-dire de repartir à partir de la fève de cacao. La première démarche, c'est de consolider. La deuxième démarche, c'est la qualité. La troisième démarche, c'est évidemment le respect. Ça va être effectivement de rémunérer convenablement un planteur, puisqu'on n'a pas d'intermédiaire. Si vous voulez comprendre, c'est comme si vous parliez à un restaurateur qui a trouvé quelqu'un qui lui vend des légumes absolument extraordinaires ou des fruits extraordinaires. C'est rarement sur le prix qu'il va commencer à discuter. C'est surtout sur une qualité. Il y a une prise de conscience d'une société que aujourd'hui, elle n'est plus basée que sur des profits. Vous l'entendez dans le chocolat avec le mouvement Bean to Bar, mais vous l'avez aussi dans le café, vous l'avez aussi dans plein d'ingrédients, regardez dans les vins nature, etc. On sent qu'aujourd'hui, il y a cette génération qui dit « je veux me réapproprier, je veux être dans la transparence, je veux être dans l'authenticité et je veux comprendre ce que je suis occupé à faire ». Et c'est ça aussi qui vous motive à vous inscrire dans une certification Bicorp au courant de l'année prochaine. À quoi correspond cette certification? Elle a ce mérite d'être une certification qui va à du 360 degrés. Donc c'est vraiment très circulaire en fait. Il y a un regard sur, 1, comment vous vous comportez au niveau de vos fournisseurs. 2, comment vous vous comportez par rapport à la planète. Et la certification regarde aussi ce que vous faites en tant qu'engagement de votre société. Quelle est la mission de la société? À quoi elle correspond? Et puis après ça, il y a effectivement autre chose qui est comment vous vous comportez au niveau de votre personnel. Comment est-ce qu'il y a un plan de carrière? Comment est-ce qu'effectivement les gens s'épanouissent au sein de l'atelier ou au sein effectivement de votre entreprise? Et puis après, c'est comment vous vous comportez par rapport aux clients. Et c'est ça qui nous intéresse, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est inscrit. Et c'est un processus évidemment qui dure du temps, donc ce sera 2023, et si pas 2023, en tout cas 2024, mais en tout cas, on est dans l'action, ça c'est certain. On sera attentif à cela. En attendant, on peut goûter tous vos plaisirs chocolatés dans vos boutiques, dont une se trouve en Principauté. Merci infiniment, Pierre Marcolini, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie à vous et excellentes vacances en tout cas à tous. Le Théâtre du Fort Antoine poursuit sa programmation après avoir dernièrement mis à l'honneur la légende du blues Nina Simone. C'est une question d'actualité qui sera évoquée sur scène demain soir, l'addiction au travail. Dépôt de bilan, c'est le nom de la pièce, c'est une création de la compagnie La Gueule Ouverte. À la veille de monter sur les planches, Christine Datomel et Alexandra Paolini ont rencontré le comédien Geoffrey Rouge Carassa. Dépôt de bilan dresse l'histoire d'un père de famille, chef d'entreprise qui rentre tout juste de vacances et qui, tellement empressé de retrouver son travail, réalise qu'il a oublié sa femme et ses enfants sur la plage. Une pièce pleine de rebondissements, jouée à la perfection et qui lève le voile sur les risques et les conséquences de l'addiction au travail. Je suis parti d'une interview d'une salariée qui a passé 30 ans de sa vie dans la même boîte, une boîte de maintenance en groupe électrogène. Et au départ, je voulais écrire un spectacle sur une épopée sur plein de salariés d'une entreprise. Sauf qu'il me manquait un fil rouge, il me manquait une thématique qui permettait de traverser la pièce. Et donc j'ai choisi la question de l'addiction au travail parce que c'est un sujet qui me touche personnellement et qui m'intéresse. Je crois que c'est une pièce qui ne laisse pas indifférente parce qu'elle fait vivre quelque chose d'un peu particulier au spectateur. Elle lui propose énormément d'émotions et d'attention. Je ne veux pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est une pièce qui fait appel à la performance, qui fait appel à la frustration, qui fait appel au choc. Et c'est vrai que quand on a créé cette pièce, on a créé déjà 7 versions de cette pièce, parce qu'on voulait de plus en plus que l'acteur, mais aussi le spectateur, touche intimement ce qu'est vive intimement ce qu'est le surmenage et le burn-out.
Après conseil de classe, c'est découvert lors des 50 ans du festival et cette année dépôt de bilan. À la rentrée, la compagnie La Gueule Ouverte s'attellera à 3 nouvelles créations, une pièce qui parlera de jeux d'enfants, une autre qui concernera l'épopée d'Ilgamech et puis enfin une pièce qui fera référence au voisinage. Une affaire à suivre donc de près et qui sait peut-être un nouveau rendez-vous en principauté avec Geoffrey Rouge-Carassa. Mais pour l'instant, le comédien présentera dépôt de bilan demain soir à 21h30 dans ce lieu magique, le théâtre du Fort-Antoine. Il reste très peu de place, mais vous pouvez encore réserver. Il suffit d'envoyer un message privé via les réseaux sociaux consacrés au théâtre du Fort-Antoine. Un mot de sport avant de nous quitter. L'AS Monaco termine sa pré-saison sur une défaite face à Southampton. Après avoir ouvert le score grâce à Golovin, les Monégasques se sont finalement inclinés 3-1. Cap désormais sur le coup d'envoi de la saison avec le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. L'AS Monaco reçoit le PSV Eindhoven mardi à 20h au Stade Louis II. Et puis, il l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux, Julien Gobot met un terme à sa carrière. Le gymnaste de l'Étoile de Monaco aura atteint son rêve en représentant son pays, la France, au plus haut niveau, comme à Rio, aux Jeux Olympiques. Il aura également porté haut les couleurs de la principauté lors des Jeux des Petits États d'Europe en 2013, par exemple, mais aussi et surtout avec l'Étoile de Monaco, club qui lui a ouvert les bras il y a 16 ans. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Avant de refermer ce journal, on retrouve Alexandra Pani pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Alexandra ? Les nuages se feront de plus en plus présents sur la journée de vendredi, Émilie, mais les températures seront encore élevées, ce qui risque d'entraîner des orages en fin de journée. Du côté des plages, l'eau est à 28 degrés. Et en ce 29 juillet, nous fêterons les Martes. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana qui a pu se rendre compte de la reprise du tourisme en principauté et ça fait plaisir à voir. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition.